Une de l'actualité, fin des consultations avec le regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Le Premier ministre invite les différents candidats à tenir compte des aspirations du peuple et de respecter le critérium. Entre-temps, Judith Souminois va poursuivre ses consultations avec les membres de la société civile pour la formation imminente de son gouvernement, dite de cohésion nationale. Et puis la CENI s'active pour la réussite des scrutins des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui auront lieu ce 29 avril. 3 jours suffisent aux candidats pour convaincre les grands électeurs et leur présenter un programme de gouvernance pour le développement de leur entité respective. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et un invité dans ce journal, il s'agit de Yannick Kachila. Il est conseiller numérique au ministère des Finances. Avec lui, nous allons parler de la transformation digitale des finances. Yannick Kachila, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien? En pleine forme. D'accord, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour moi de dérouler mon journal. Merci. Voilà. Après le départ de plusieurs membres du Sénat, le président du bureau de la Chambre haute du Parlement, le révérend Dr Sangouma Mosaï, a été reçu en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les questions liées au fonctionnement du Sénat étaient aussi évoquées au cours de cette entrevue. Un reportage de Pierre Kibambé-Somoui. L'état des lieux actuel du Sénat, des questions liées au bon fonctionnement de cette Chambre haute du Parlement, ont été abordés au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce jeudi dans la soirée avec le révérend docteur Sangouma Mosaï, président du bureau du Sénat. Vous savez que c'est moi qui fais maintenant l'intérim comme président du Sénat depuis que les 5 autres se sont vexés au niveau de l'Assemblée nationale. Il était simplement moi et honorable Nathalie qui maintenant gère le Sénat à l'heure actuelle. Je devrais avoir de ses propres bouches qu'est-ce qu'il pense au niveau du Sénat et aussi faire l'état des lieux de ce qui se passe au niveau du Sénat pour avoir aussi son soutien. L'état des lieux, vous savez, il y a plusieurs besoins là où les sénateurs veulent aussi avoir leurs émoluments en bonne et due forme et aussi d'autres besoins liés aux soins de santé et aussi les moyens de transport pour les administratifs. Lui avait reçu ça à bras ouverts et m'a simplement encouragé qu'il va tout faire pour rendre aussi le Sénat très agréable et puis commode pour la vie actuelle. Le révérend docteur Sangouma a aussi remercié le président de la République d'avoir nommé Madame Judith Souminois Toulouka aux fonctions de Premier ministre. Il s'agit d'un choix qui, selon le président du bureau du Sénat, a été bien accueilli par la population. Bien avant, Félix Tshisekedi a eu des échanges avec le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Les questions liées aux souffrances et atrocités que subissent les déplacés de guerre dans l'est du pays étaient évoquées lors de cette rencontre. Volker Turk exhorte le gouvernement congolais à faire de la restauration de l'autorité de l'État une priorité. Jean-Pierre Kibambé-Sommé est champion d'Angui pour ce reportage. En séjour en République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu à se rendre d'abord dans l'est du pays avant de venir à Kinshasa. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, Volker Turk a dit avoir rencontré des déplacés à Goma, au Nord Kivu et à Ituri, où il a touché du doigt les souffrances de la population victime de la violence des groupes armés. Je viens de rencontrer le président de la République démocratique du Congo. J'avais vraiment une conversation très fructueuse, très importante sur la collaboration avec mon bureau, sur les questions troisième main. Comme vous savez, j'étais aussi à Goma hier et un jour avant, j'étais dans la province de Ituri. J'ai rencontré aussi des personnes déplacées dans le pays, surtout dans l'Est, et j'ai vécu par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Ces propos relatifs à l'appel à la communauté internationale face aux souffrances de la population dans l'Est de la RDC, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a promis de les consigner dans un communiqué sanctionnant la fin de sa visite en République démocratique du Congo.
Les hauts fonctionnaires des Nations Unies étaient conduits auprès du chef de l'État par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bintou Keïta. Parmi les personnalités à avoir pris part à cet entretien que le chef de l'État a accordé au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le ministre des Droits humains Fabrice Pouella, qui salue la diplomatie agissante menée par le chef de l'État, grâce à laquelle ce haut fonctionnaire des Nations Unies est venu s'imprégner personnellement des conditions inhumaines dans lesquelles vivent les populations de l'Est du pays. Regardez. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est une très haute personnalité. Il ne se déplace pas comme il veut, c'est toujours à la suite des grandes démarches diplomatiques. Et qu'il soit venu chez nous au moment où il était attiré par d'autres États comme l'Ukraine, au Mozambique, tout comme maintenant en Israël, c'est une grande réussite diplomatique qu'il faut mettre dans l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons eu l'avantage d'insister parce qu'on voulait l'en empêcher, on voulait les dissuader, mais avec nos différentes visites, nos séances de travail à Genève, nous lui avons fait voir qu'il était important qu'il arrive en République démocratique du Congo pour lui-même se rendre compte de la précarité que vivent nos compatriotes, les déplacés de guerre. Mais il est venu, il s'est rendu compte du grand travail qu'on a bâti sur le plan des droits humains avec le vote de la loi modifiant le code pénal, réprimant le trafic d'êtres humains qui aujourd'hui nous vaut 2 ans de visa pour même les touristes, parce que sur le plan des droits humains, nous devenons très fréquentables. La loi sur les réparations, grâce à laquelle nous avons Fonarev, dont le DG est à nos côtés, c'est une première et c'est bon pour réconcilier les victimes avec la République démocratique du Congo, notre pays. Je l'ai dit en titre, fin des discussions à l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Judith Suminwa recommande aux différents regroupements politiques de tenir compte des attentes de la population et de respecter le critérium. Ils ont relativement un délai court pour déposer les listes des candidats qui répondent au profil. Judith Suminwa attend également de leur contribution dans le gouvernement. Un reportage de Françoise Bouela et Pampaoumba. De nombreux détournements des fonds publics mis à la disposition de l'armée, des officiers de haut rang ont été condamnés à des peines maximales. Les forces politiques alliées à l'UDPS, prêtes à servir dans le gouvernement, encouragent le contrôle sévère. Nous avons insisté sur la guerre de l'Est, sur la chaîne de dépenses liées à la guerre, qui doivent être scrupuleusement contrôlées pour que nos militaires se battent dans les conditions des militaires. Poids politique, jeunesse, genre, des critères pour figurer sur la liste à déposer auprès de la Première ministre. Le gouvernement souminois tient prioritairement compte des compétences et de la probité. Le regroupement AAND est prêt. Nous sommes prêts en réflexion, en matière et même en nombre ou aux personnalités qui peuvent faire partie de ce gouvernement. Au cours de ces échanges avec l'UDPS Kibassa et alliés, la chef du gouvernement a brossé les grands axes du programme de son équipe. C'est important d'avoir les gens qui ont le sens de l'État et donc il est plus qu'important de faire en sorte que vous avez parlé de la probité, de la compétence et d'autres critériums qui feraient en sorte qu'on puisse avoir vraiment des hommes et des femmes capables de bien défendre la République. Le regroupement politique Palou et alliés sous la conduite de Didier Manzenga, après échange avec la chef du gouvernement, dit être prêt à déposer la liste de ses candidats. On doit aussi considérer les poids sociologiques des partis Lumumba signifiés. Non seulement ce sont des députés qui accompagnent l'action du gouvernement, mais surtout la population qui est bénéficiaire de ça. Didier Boudimbu, avec autre vision du Congo AVC, reste disposé à servir le peuple. Ce regroupement promet de produire des résultats dans l'équipe gouvernementale. Nous attendons tous que la taille puisse être réduite,
que ce ne soit plus un gouvernement avec plus de 60 membres, tel que le veut le chef de l'État et même la première ministre qui est tout autour entre 35 ministres et 10 vice-ministres. C'est ce que nous attendons et parce que le plus important, ce n'est pas le nombre des ministres, mais ce sera par contre l'efficacité des actions qui seront menées sur le terrain. Compétence et probité, je crois que ce sont des valeurs cardinales. Et c'est ce qui nous a manqué pendant des décennies. Et si elle tient à cela et qu'elle s'y accroche et qu'elle arrive à obtenir cela, je crois que les changements tant souhaités vont se déployer en si peu de temps. L'alliance des Tshisekidistes unifiés et alliés critique les dépassements budgétaires. Paul Chilombo et le regroupement ATUA encouragent la discipline et le rétablissement de l'état de droit. J'ai dit à Madame la Première ministre que vous êtes le médecin désigné par le président de la République pour soigner notre justice. Une semaine chargée, des délais précis ont été accordés au regroupement pour fournir des documents attendus. Après échange avec le Premier ministre, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains estime que ce qui se passe dans l'Est du pays doit attirer l'attention de la communauté internationale. Il promet également de faire un plaidoyer sur la situation préoccupante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Françoise Bouela. Le nombre des camps des déplacés se multiplie dans l'Est, partie où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Les conditions sont précaires. Le haut-commissaire aux droits de l'homme exprime sa solidarité aux populations qu'il a visitées. La première ministre Judith Suminwa Tuluka garde à l'esprit cette urgence du rétablissement de la paix. Son premier message avait été adressé aux compatriotes vivant dans cette partie. Au cours de cette audience qu'elle a accordée à ce haut fonctionnaire des Nations Unies, Volker Türk, les questions humanitaires ont occupé les échanges. La situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire. À cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. C'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer, surtout du point de vue des droits humains des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela. Le haut-commissaire des Nations Unies a apprécié ce premier échange qui augure une collaboration entre le gouvernement en élaboration et les Nations Unies autour des questions préoccupantes. Et en nouvelle, sachez que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est arrivé dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Sur place, Jean-Pierre Bemba a présidé la réunion provinciale de sécurité pour avoir un aperçu général sur la situation sécuritaire de cette province sous état de siège. Et puis, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a fini sa visite officielle à Kinshasa bien avant. Volker Türk a tenu un point de presse sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies a déploré aussi les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les populations victimes des violences de tout genre. Mamita Bangula pour ce reportage. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a animé une conférence de presse ce jeudi soir à l'aéroport international d'Ndjili. Devant les journalistes accrédités à la MONUSCO, Volker Türk a détaillé les difficultés qu'éprouvent les Congolais cantonnés dans les camps des déplacés de Goma et Bunia. Ces déplacés ayant fui la guerre à répétition vivent dans les conditions inhumaines. Les enfants sont traumatisés, ne sont pas scolarisés. Volker Türk était frappé par l'accumulation des événements de souffrance dans cette partie du pays. À ce jour, la province compte quelque 1,8 million de personnes déplacées. Bien que les conflits qui se déroulent dans ces deux provinces soient différents, le résultat est tragiquement similaire. Les personnes présentes sur les deux sites m'ont décrit comment elles avaient fui les combats et qu'elles cherchaient désespérément de l'aide et du soutien. Comme me l'a dit un défenseur des droits humains, la guerre nous a tout volé, y compris notre avenir.
En réponse à une question de la presse, Volker Terk a évoqué les efforts que doivent déployer les autorités congolaises pour renforcer l'intérêt de tous dans la mesure d'assurer la protection des personnes dans les moments difficiles. Volker Terk a également échangé avec les hauts responsables du gouvernement, les représentants de la société civile, ceux de la Commission des droits de l'homme et de la communauté diplomatique en poste à Kinshasa. En séjour de travail dans la ville de Mwanda, dans la province du Congo central, le général d'armée, chef d'état-major Christian Chiwewe, a effectué une visite de travail à la base militaire de Kitona, où il a présidé une parade mixte FRDC Police nationale. Suivez ce reportage. En séjour de travail à Mwanda, au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC s'est adressé ce jeudi 18 avril 2024 aux militaires et policiers réunis dans une parade mixte dans la base militaire de Kitona. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a appelé les forces de défense et de sécurité à la collaboration, à la vigilance, tous azimuts, à la loyauté envers les commandants suprêmes et les institutions de la République et à la protection de la population et ses biens. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont été parmi les points développés au cours de cette rencontre. Bazana Kitona ezala Mwanda lobaki soki okomi opeselanga bango nyonso mbote. Pwela liboso c'est la mission ya armée. Nazana besoin bino ba soldat, ba officier. Ezala ba oba Goma, Bukavu, partout. Naba oyo mission ya FRDC c'est la protection de l'intégrité territoriale. Donc nous devons défendre yango jusqu'au na makila na biso ya suka. Pour défendre patrie, il faut être loyal. Mais oyo nyonso azokende à l'encontre na yango ayeba que même mabele sol oyo ozonyata ekomodili yo parce que yo ozojouer double rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Est-ce réellement cette population est protégée? Ce qui population les a protégés. Au moins il y a quelque chose de trahir des vies la vision. On soit village. Basoda basa l'entraînement au village, au filmé, au timbi, au filmé, au sala yoko dans le téléphone aux gens l'image. Parce que nous parlons de devise. La carte de devise, c'est la loyauté envers le commandant suprême. Le général Chiwewe a profité de cette occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes des dernières sessions de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie des régions de Kitona et le militaire responsable d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. La délégation du ministère de l'Entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, conduite par le ministre de tutelle en séjour de travail en France, a eu des échanges avec les responsables de l'Agence française de développement, un des partenaires du gouvernement congolais, Marthe Mangaza, pour ce reportage. Depuis 2023, l'Agence française de développement, AFD, a initié le projet Pour Elle, un projet d'appui aux femmes entrepreneurs congolaises qui mobilise à la fois les acteurs publics du ministère de l'Entrepreneuriat. Elle a pour vocation de financer et d'accompagner les femmes entrepreneurs porteurs d'initiatives entrepreneuriales, également tout écosystème qui va leur apporter les accompagnements et financements. La délégation du ministère de l'Entrepreneuriat congolais, conduite par le ministre des tutelles, Désiré Nzinga Birionze, a eu des échanges effectués, notamment avec la coordinatrice d'unité entrepreneuriale de l'AFD et avec le directeur exécutif de cette agence. L'entrepreneuriat est l'un des axes importants de la vision du président de la République. C'est dans ce cadre-là que le ministre, son Excellence Désiré Nzinga Birionze, a pu initier cette mission pour pouvoir discuter avec l'Agence française de développement, qui est un partenaire au gouvernement congolais, qui a également ciblé l'entrepreneuriat comme l'un de ses axes d'intervention. Le directeur exécutif de l'AFD, Pape Amadou Sarr, a promis d'envisager le positionnement de la RDC en tant que l'un des pays bénéficiaires de l'initiative Choose Africa et de la deuxième phase du projet Pour Elle.
la formulation de la deuxième phase du projet pour elle, mais aussi par rapport à l'initiative Choose Africa 2, voir comment est-ce que la RDC peut être positionnée comme étant l'un des pays bénéficiaires et pouvoir lever suffisamment de financement. Disons que l'Agence française de développement est l'un des partenaires du gouvernement congolais qui a ciblé l'entrepreneuriat comme l'un de ses axes d'intervention en République démocratique du Congo. Voilà, Yannick Kachila, bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseiller numérique au ministère des Finances. Voilà, la vision du président de la République, c'est de faire du numérique un des leviers d'intégration, de croissance économique et de la bonne gouvernance. Comment ça se passe précisément à votre ministère? Ok, merci madame. Je tiens à préciser que c'est le chef de l'État, le président de la République, qui place le numérique au cœur de son premier quinquennat déjà. C'est en 2019 qu'il donne la vision, qu'il donne un cap, qui devait donc se décliner ensuite de manière plus opérationnelle à travers du gouvernement. Alors, à la suite de cette vision, de ce cap donné par le chef de l'État, l'Agence du développement du numérique, qui est une structure spécialisée à la présidence de la République, a conduit des travaux qui ont réuni un ensemble d'acteurs du secteur public ainsi que du secteur privé, qui sont des spécialistes des questions liées au numérique et aux nouvelles technologies. De ces travaux, de ces ateliers, on a abouti à ce qu'on appelle le plan national du numérique Horizon 2025, le PNN, qui est un peu à ce jour en RDC la boussole, le guide sur les axes principaux stratégiques pour développer le pays en termes de digitalisation. C'est depuis 2019, vous avez dit. Le PNN est parti de 2019. Alors, quant au ministère des Finances, organe clé du gouvernement, sous le leadership du ministre Nicolas Kazadi, on s'est approprié le PNN qui a pour piliers fondamentaux les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs, ainsi qu'un dernier volet réglementation et régulation. Alors, au ministère des Finances, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a entamé une série de réformes qui s'assoient de manière très forte sur la digitalisation, en vue de maximiser les recettes, en vue d'optimiser les dépenses publiques, mais surtout en vue de ramener une transparence et une facilité d'accès aux services pour les citoyens et les assujettis. Voilà, est-ce que vous aviez un dernier mot? Oui, je vous donnerai quelques exemples marquants des réformes qui ont été menées au ministère des Finances. L'introduction, par exemple, de la réforme portant sur la facture électronique normalisée, qui, depuis le 19 décembre 2023, a été déployée en RDC. Ce système permet à l'administration fiscale de suivre en temps réel la collecte de la TVA, donc qui nous permettra de manière très concrète, et parlant de chiffres, de passer d'environ 1 milliard de dollars collectés par an au titre de la TVA à une croissance de 60 à 80% la première année, pour atteindre plus de 3-4 milliards de dollars d'ici la troisième année d'application de la facture électronique normalisée. Ça, c'est un des exemples. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller numérique au ministère des Finances. C'est un plaisir pour nous d'être l'invité de ce journal. Le plaisir était le mien. Merci. La coopération bilatérale sur le plan commercial et économique entre Kinshasa et Brazzaville, ces deux capitales sœurs séparées par le fleuve Congo. Petite phrase, le directeur général international de conférences et grand hôtel de Kintélé, situé à Brazzaville. Eric Kabamba. La République démocratique du Congo et la République du Congo, deux pays, deux peuples, mais unis sur le plan culturel, historique et économique. La proximité particulière de leurs deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, séparées par le fleuve Congo, renforce cette singularité. Sur le plan commercial, le Centre international des conférences et grand hôtel de Kintélé, situé à Brazzaville, accompagne activement le développement des deux Congos et le bien-être des deux peuples. De passage à Kinshasa, capitale de la RDC, le directeur général de cet établissement l'a reconnu.
On ne peut pas parler de Brazza sans parler de Kinshasa. On ne peut pas parler de Kinshasa sans parler de Brazza. Stratégiquement parlant, économiquement parlant, c'est très important. L'année 2023 était une très bonne année. D'abord, on a eu l'occasion et la chance d'abriter l'un des très grands événements mondiaux qui est les 3 bassins. Au mois de novembre, c'était un succès total. On a eu la représentation d'à peu près une quarantaine de pays, dont la RDC, bien sûr. C'était un succès pour le pays, pour la ville et pour nous aussi. On en a eu encore parce qu'on a le deuxième centre qui est le plus grand en Afrique, en taille et en technologie. On abrite pas mal d'événements. Ça va des conférences résidentielles, ça va de réunions, de séminaires jusqu'au mariage. Et bien sûr, on n'oublie pas le côté touristique qu'on a mis en place depuis 2018, qui est le forfait week-end. Et la clientèle, la RDC et Quinoa, c'est une clientèle très très importante pour nous. C'est normal, hein, on en a parlé, hein, les deux villes jumelles. C'est quelques mètres qui les séparent. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a organisé un atelier de prestation à l'intention des femmes défendeuses des droits humains de la ville de Kinshasa. L'objectif poursuivi par les organisateurs est de protéger les femmes qui militent pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Peggy Mukunda. Elles viennent d'être sensibilisées sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Elles, ce sont les femmes défenseuses de droits humains, membres du consortium Protection internationale et solidarité féminine pour la paix et le développement à Kinshasa. L'objectif de cette activité était de présenter les PDDRCS, ses opportunités et les enjeux d'implication de défenseuses de droits humains dans la mise en œuvre du dit programme et renforcer la capacité des participants à s'engager dans la promotion des droits humains et à la résolution des conflits. Ces femmes défenseuses de droits humains de la capitale ont été outillées par les experts du PDDRCS sur les différents piliers stratégiques de mise en œuvre du programme ainsi que le genre. Une initiative combien louable car la stratégie nationale du PDDRCS traite la question de l'intégration du genre parmi des thèmes transversaux, tout comme les droits humains suivant les différents traités et instruments nationaux et internationaux de protection de la femme. Avec l'ONU Femmes, la coordination nationale du PDDRCS attend accroître la participation de la femme dans la mise en œuvre du programme et à ce en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont l'objectif consiste à exhorter tous les acteurs à intégrer des perspectives genre dans tous les efforts de paix et de sécurité des nations, a mentionné dans ce mot de circonstance les délégués de coordonnateur national du PDDRCS Jean Bosco Bala, le directeur des cabinets Dib Mukenge Wakalonda. Je l'ai dit au sommaire, initialement prévu pour ce 22 avril 2024, les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province se tiendront ce 29 avril, une annonce qui intervient après un léger report qui vise à assurer les préparations complètes du processus électoral organisé par la CENI. Jean-Pierre Dolodemassou. La centrale électorale de la République démocratique du Congo rassure, le 29 avril est la date retenue pour l'organisation des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs en RD Congo. Son vice-président Didi Manara est à pied d'œuvre dans la province du Kasaï central pour les préparatifs de ces élections. À son arrivée à Kananga, chef-lieu de la province, il a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale, avant de circonscrire l'objet de sa mission. Nous sommes donc ici en mission officielle à Kananga pour nous enquérir des préparatifs pour la bonne tenue des élections couplées, des élections indirectes, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections auront bel et bien lieu le lundi 29 avril de cette année. Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Denis Kadima, a voulu que nous puissions venir ici nous enquérir de comment les préparatifs sont en train de se dérouler. Nous disons que ces élections-là, pour des questions de célérité, nous devons les tenir au même moment. Ça sera d'abord les sénatoriales, et puis les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs partout dans nos provinces. La lutte contre la corruption ne doit pas être l'apanage de la CENI toute seule. Non, c'est tout le monde. La presse, les députés eux-mêmes,
les candidats et même toute la population. Parce que nous devons avoir de vrais élus. La Commission électorale nationale indépendante annonce déjà les couleurs aux candidats de se préparer en conséquence. Alors que l'on entend parler de la mégestion et de détournement à la base de la non-exécution de plusieurs projets initiés par le président de la République dans le cadre de sa vision, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre a su sortir du lot grâce à une gestion orthodoxe de son coordonnateur. Suivez ce reportage. Placé sous la coordination nationale de l'ingénieur Deo Sunzu, le projet PRISE gagne ses lettres de noblesse en se révélant comme l'un des rares projets bénéficiaires d'un financement mixte Banque africaine de développement, État congolais, à avoir atteint plus de 95% du taux de réalisation en rapport avec les objectifs lui assignés. En plus des appréciations ludatives, aussi bien des bailleurs de fonds que celles de la population bénéficiaire de l'impact de la première phase de ce projet, l'ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement, ainsi que son équipe forcent l'admiration, même en dehors des frontières nationales. Les exploits réalisés par Prise 1 alimentent déjà les débats dans des divers forums internationaux où la majorité des intervenants s'accordent et affirment que le problème de la République démocratique du Congo n'est pas le manque d'une vision politique, mais plutôt la mauvaise foi de certains Congolais à qui l'on confie des responsabilités des projets. Ce serait pour la première fois dans ce pays qu'on ait atteint un taux de descente en eau potable de 51%. Et la ville de Moujma, je crois que c'est qu'on attendait avant le phénomène du Donjo, je crois qu'on en parlait. C'est la suite. Ceux qui sont du côté du camp, dans les camps Miba, ceux qui sont vers les ronds la Rankata et autres, ils auront de l'eau parce que la conduite passe par là. La conduite principale passe par là et les pompes sont là. Dès que ces travaux d'extension se terminent, il suffit qu'on branche ces pompes, ils auront de l'eau. Il est donc temps de faire un diagnostic sans complaisance, a martelé un spécialiste de la politique congolaise en saluant les capacités managériales de Deo Sunzu, coordonnateur du projet PRISE. Agora, une structure qui regroupe plutôt les étudiants en droit, a organisé une conférence débat sur les enjeux et perspectives du secteur minier. Parmi les intervenants, le directeur du cadastre minier, Popol Yenga, qui a exposé sur la problématique du secteur minier dans la lutte contre la pauvreté. Lucie Lavici-Senda, Patrick Kachala. Tout est parti par un débat juridique entre étudiants en droit, membres des Agora, une structure regroupant les étudiants en droit de l'UCC et l'UPC sur les avantages et désavantages du code minier révisé. Le code minier n'est pas le problème. Le problème se situe au niveau, premièrement, tout d'abord, des dirigeants des communautés locales. Le code minier n'a pas tout réglementé. Et là, vous direz toujours que le problème revient à la communauté locale. Associé à cette conférence, le cadastre minier, par son directeur général, a expliqué aux étudiants l'apport du secteur minier dans la lutte contre la pauvreté. Popol Mabolia Yenga a encouragé les apprenants à s'intéresser au secteur minier car il offre beaucoup d'opportunités. Nous sommes une génération qui passe d'une génération à une autre. Celles-ci sont en train d'être formées. Connaissent-ils le code minier? Connaissent-ils les difficultés qu'il y a dans l'application du code minier? Pourquoi ça ne bénéficie pas aux communautés locales? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. On a essayé de répondre, on a essayé de discuter et nous allons continuer à discuter. Nous avons dit que nous sommes prêts dans les travaux de fin de cycle, voir de quelle manière on peut susciter des petits financements pour qu'ils puissent faire des travaux ou des études sur ces problèmes que nous rencontrons et peut-être qu'ils ont des solutions. Le représentant du président de la Chambre des mines a quant à lui exposé sur l'industrie minière. Nous avons présenté le secteur de mines, qui est ce secteur catalyseur, surtout sa contribution à l'économie nationale, mais des fois que nous stigmatisons, certes, il n'est pas le secteur idéal, nous travaillons à son amélioration. Le professeur Jivendela, chef du département des droits économiques et sociaux de l'UPC et prof des droits miniers, a insisté sur l'importance des activités minières qui contribuent à une hauteur importante au budget du pays. Les étudiants se sont dit édifiés par ces échanges.
Et puis, cette nouvelle, pour boucler ce journal, l'Assemblée provinciale du Lualaba s'est dotée depuis hier d'un bureau définitif au terme de l'élection organisée en présence de l'autorité provinciale. L'honorable Kasseya Chingombo a été élu président du bureau définitif. D'autres détails à suivre tout à l'heure en page magazine. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout plaisir était pour moi de vous le présenter. Au revoir.